Bonjour à tous. Je suis Catherine Réjus, je suis la déléguée générale de l'ADTEM et je suis ravie de vous accueillir dans cette matinale chez nos amis de Brainsonic et derrière vos écrans. Cette matinale donc consacrée à la stratégie de contenu dans un environnement, pour faire bref, cookies, RGPD, etc. Quand nos amis de Brainsonic nous ont proposé de faire ce sujet, en nous disant, ben voilà, on se rend compte que les marketeurs, avec tout ça, sont un peu dans le mode j'ai froid, j'ai peur, je suis dans le noir. Je me suis dit, ouais, ben ça, on est complètement dans notre rôle à l'ADTEM pour faire une matinale là-dessus. Et d'ailleurs, c'est le hashtag qu'on a mis sur nos invitations parce que je pense que ça résume bien la problématique actuelle. Voilà, donc on va débattre de tout ça pendant un petit peu plus d'une heure. Pour ceux qui ne sont pas adhérents à l'ADTEM, parce que je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans à ne pas l'être, en deux mots, l'ADTEM c'est le plus grand réseau de marketeurs en France. Donc nous avons des adhérents du B2B, du B2C, de tout secteur, de tout métier. 65% d'annonceurs, des prestataires, des agences conseils, des agences tout court, des sociétés d'études. Voilà. Et notre rôle, c'est d'aider les marketeurs dans la pratique de leur métier et de les aider à progresser, en tout cas, avec des contenus, des rencontres. Donc là, nous avons quelques personnes en présentiel et nous en sommes très heureux parce que quand même pour une association, ne pas pouvoir se voir, c'est quand même terrible. Donc on est vraiment heureux de recommencer le présentiel. Voilà. Et donc nous proposons beaucoup de contenu à nos membres et vous êtes tous les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre, bien sûr. J'avais promis d'être ultra bref, donc je laisse la parole à Joachim. Merci encore de nous accueillir ici et je vous souhaite une très belle conférence. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux à nous suivre en ligne. Alors, comment sauver votre stratégie de contenu? C'est effectivement la question du jour, parce que de fait, entre la fin des cookies tiers, le RGPD, les nouvelles règles sur le consentement des internautes, eh bien, le terrain de jeu a changé. Aujourd'hui, comment créer des contenus qui performent, des contenus qui vous apportent de la connaissance client, des contenus qui engagent vos audiences? Eh bien, c'est la question du jour. Et on va y répondre avec des invités de choix, puisque dans un instant, Cyril Denain nous analysera le Big Bang en cours. Puis Guillaume Ferrand d'IBM nous répondra à la question « Quel contenu pourrait émerger aujourd'hui ?» C'est ensuite Marianne Gauguillon de Sodexo qui nous parlera organisation au service de la perf des contenus. Et nous terminerons par une séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas via l'interface de chat. Tout de suite, donc, place à notre premier invité, Cyril Denain. Alors moi, quand j'entends le mot cookie, personnellement, j'ai faim, mais lui, il pense immédiatement retargeting, acquisition client, Google Analytics. Voilà, il est tombé dans la marmite des contenus de la performance quand il était tout petit. Il est aujourd'hui directeur associé de Brainsonic en charge de ces sujets. Bonjour Cyril Denain. Salut Joachim. Tu parles souvent d'une nouvelle donne en matière de stratégie de contenu. D'ailleurs, on ne fait plus à l'agence les mêmes recos qu'il y a quelques années. Qu'est-ce qui a changé? Alors c'est vrai qu'on ne fait plus les mêmes recos qu'il y a même 2 ans, peut-être même 1 an. On verra dans 20 minutes pourquoi. Il faut faire un peu de teasing. Qu'est-ce qui a changé? Il y a des choses très factuelles qui ont changé. Il y a en effet ces nouvelles règles sur le consentement. Alors, je ne parle pas du RGPD, hein, c'était déjà, c'était en 2018, hein, au mois de mai. Depuis, il y a eu aussi les nouvelles directives de la CNIL hein, qui ont quand même, certains diront, altéré, en tout cas changé même l'UX sur les sites web avec tous ces parcours consentement, tous ces écrans et autres. On a les cookies aussi, en tout cas des nouvelles règles qui seront appliquées dans les navigateurs. On a gagné un petit peu de sursis avec Google, mais on sait qu'on va perdre, on va devenir aveugle, on va perdre de l'information. Donc ça, c'est des choses très tangibles, concrètes. Voilà. Qui ont déjà été pas simples. Hein. Le consentement, ça a obligé les marketeurs à découvrir ce que c'était qu'une CMP, qu'une consentement management plateforme, comment ça marchait. Et il y a des choses moins explicites, mais tout aussi fortes. Et là, c'est pas des nouveautés, c'est un moment, comme on a vu, on franchit des effets de seuil. Hein. C'est un peu comme avec le climat. À un moment, c'est tenable et à un moment, c'est plus tenable. Il fait trop chaud. En ce moment, il fait trop chaud sur les points de contact. Voilà. Les points de contact, c'est quoi? Ce sont nos réseaux sociaux, ce sont les newsletters. Et
Alors ça, c'est un sentiment pas que personnel, parce qu'on se parle avec des clients, on se parle avec les agences, mais tout devient beaucoup plus pointu. Être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus technique, et au sens global, c'est pas le technique au sens technologique, voilà. Faut maîtriser la technique, faut maîtriser la grammaire narrative de la plateforme. Ça demande des expertises beaucoup plus pointues. Donc il y a des choses très factuelles, des changements réglementaires, techniques. Il y a des choses, on va dire, qui sont plus des glissements, de la technique des plaques, et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, on peut plus forcément raisonner comme avant. Ouais. Aussi une question d'attente des audiences, de nouvelle maturité des audiences. Oui, les audiences, en effet. La culture du consentement, elle va évoluer. Voilà. Aujourd'hui, en effet, à force d'être questionné sur est-ce que je donne ou pas mes données, ça change des choses. On raisonne tous autrement. Alors, on est tous très différents. Je ne crois pas d'ailleurs que les personas vont nous aider beaucoup là-dessus, parce qu'après, c'est très individuel, mon rapport à la donnée. Est-ce que j'ai envie de réfléchir à ça ou pas, ou est-ce que j'ai envie de me vraiment questionner qu'est-ce que je donne en échange de quoi? Mais évidemment que ça va changer des choses. Et c'est pour ça qu'on parle un peu d'un New Deal. En effet, c'est qu'est-ce que je suis prêt à donner en échange de quoi? Quand je suis sur Allociné aujourd'hui, il me dit tu payes 1 €, alors tu donnes tes données, sinon même pour avoir ton horaire de salle de ciné, tu sors. Ça m'embête. Voilà, donc du coup, je n'utilise plus Allociné, perso. Voilà, j'ai fait un choix. Plein d'autres, ma compagne continue à l'utiliser, parce qu'il ne voit pas d'inconvénient. Chacun a un rapport très, très personnel. Donc évidemment, ça change des choses. Et pour répondre à nos amis qui nous écoutent, ici, évidemment, ça oblige, quand on parlait de consentement, pendant très longtemps, on a tous fait, on a délégué le sujet au juridique. Hein. On ne va pas se raconter, on a dit, je mets un plugin dans WordPress, bande aux cookies, j'appelle le juridique, écris-moi tes 3 lignes, à faire régler, au revoir. C'est bon. Aujourd'hui, on ne peut plus déléguer ça. On ne peut plus déléguer puisque ça change l'UX, ça change le parcours. Donc il a fallu réfléchir sur ce sujet-là. Il faut aussi anticiper, alors on n'a pas le temps dans l'heure un quart qu'on s'est fixé, on va dire 1h30, hein, on va être bonjour, d'expliquer tout, mais les cookies, en effet, on perd en visibilité. Alors c'est plus grave pour certains que pour d'autres. Quand je suis un grand site B2C, que j'ai des millions de visites, perdre un peu de visibilité, ça me permet quand même toujours, même d'extrapoler. J'ai toujours assez de masse pour extrapoler. Quand je suis en B2B, on l'a vu très concrètement avec les clients, quand je ne suis pas sur des grosses audiences, déjà, je n'ai pas toujours bien mis en place ma fameuse consentement management plateforme. Ce n'est pas si simple, c'est un sujet technique, c'est un peu ingrat. Je peux vite perdre de la lisibilité qui devient un peu handicapante pour réfléchir quand même. Donc, c'est pas anodin. Okay. Merci pour le diagnostic. Mais du coup, quelles conséquences on peut en tirer concrètement? Alors, il y a... Et là, on va rentrer un petit peu dans le subjectif, mais quelque part, on est là pour ça. Hein, on n'est pas là. D'ailleurs, on n'a pas choisi de mettre des choses objectives sur les slides. On a plutôt choisi d'être dans le ressenti, la conversation, et c'est pour ça que d'ailleurs, on va laisser après la parole à 2 témoins sur ce sujet-là. La conséquence, c'est que je trouve qu'on est encore, et quand je dis on, je mets les agences aussi dedans. Hein, la courbe d'apprentissage, elle est commune là-dessus. Il ne faut pas se raconter d'histoire. La conséquence, c'est que je pense qu'en effet, tu disais, on ne fait plus les mêmes bocaux qu'il y a 2 ans. On ne peut plus, on ne doit plus les faire. On ne peut pas aujourd'hui, vu que tous les points de contact deviennent plus pointus. On parlera aussi c'est-à-dire en termes de contenu, vu que l'exigence monte, voilà, ce que je suis prêt à donner versus versus ce que je vais recevoir, il me semble assez évident qu'on ne peut plus faire de l'essaimage du saupoudrage. On ne peut plus, on en parlait quelques minutes encore avec certains des invités, notamment sur on va dire des PME, et on en a aussi beaucoup hein, dans nos clients. C'est très compliqué aujourd'hui de vouloir être présent sur tous les réseaux sociaux de la Terre. C'est très compliqué aujourd'hui d'être très bon dans une newsletter, d'être très bon sur une landing page, d'être très bon sur Facebook ou Insta. Et je suis plutôt aujourd'hui enclin à penser qu'en fait, c'est pas possible pour beaucoup de comptes. On le voit même, nous, on a des très grands clients, on le sait, on accompagne le social media de plusieurs grands comptes dans le retail. Même ces comptes-là, même des grands clients, se posent des questions sur est-ce qu'il ne faut pas rationaliser la présence pour être présent sur moins de choses, mais y être de manière pointue. Voilà, avec excellence opérationnelle. Et avec un niveau de pression sur ces questions qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Ça, c'est la vraie conséquence. Donc un nouveau niveau de pression, mais tu dis que la courbe d'apprentissage est encore en train de se dessiner, en fait. Oui, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Voilà, encore avant-hier, j'étais avec un client plutôt PME, qu'on suit maintenant depuis 2-3 ans, avec qui, 3 ans, on faisait un run social media. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un vrai questionnement au regard d'un budget que j'ai. Ça monte. Aujourd'hui, si je veux performer sur Facebook, par exemple, ça me demande beaucoup plus de moyens qu'avant. Voilà. On sait très bien que si vous n'avez pas un budget paye sur Facebook aujourd'hui, il va pas se passer grand-chose. Donc, il faut être très bon sur l'organique. Il faut que chaque pièce de contenu, c'est plus un post, chaque post devient une pièce d'orfèvrerie. Hein, voilà. On va publier 3-4 fois par semaine, mais une fois, mais avec une vraie pièce de contenu très très précise. Et puis, sans paye, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose.
Donc ça oblige en effet à remettre sur la table les stratégies, y compris donc ces stratégies de contenu, avec du parti pris. Moi, je crois beaucoup à ça. Il va falloir faire des choix contrastés, forts. Voilà. C'est ça selon toi, la reco, c'est faire des choix, ne pas vouloir... Il va falloir apprendre à faire le deuil. Voilà. Donc, ça donne des conversations intéressantes en ce moment. Donc, j'avais ces conversations avec un directeur marketing, il me dit « Je suis complètement d'accord avec toi, je le pressens. Ça fait plusieurs mois que je pense qu'il faut qu'on fasse des choix plus précis, qu'on coupe des branches de l'arbre et qu'on en sécurise certaines. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est mon boss. Parce que mon boss, il voit que le concurrent, il est sur Facebook, Insta. Vous savez, c'est comme ces raisonnements qu'on avait sur des salons. Ouais, il faut qu'on continue à y aller, ça ne nous rapporte rien, mais les concurrents y sont. Aujourd'hui, on en est un peu là. On est dans ce truc, dépasse ça, Coco, quoi. Dépassons ça. En fait, aujourd'hui, je pense vraiment, chacun son comité de répétition, j'en ai un, que l'ennemi, c'est la dilution. Y compris sur les stratégies de contenu. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais pourquoi c'est si important de faire des choix? Parce que tu disais, on ne peut plus être performant partout, c'est ça? Non, on ne peut plus être performant partout. On le voit, même dans l'évolution de nos compétences, ici, regarde, à l'agence. On a des gens qui se spécialisent fortement. Ici, on a, à une époque, on a eu du community manager, maintenant on a des social media managers, mais bien plus que ça. Aujourd'hui, dans l'agence, on a quelqu'un qui est un spécialiste de Pinterest pour le retail. Bah ouais, parce que si on n'a pas ça, on ne performe pas sur Pinterest pour un acteur retail. On a des gens qui sont spécialisés en LinkedIn sur certains secteurs et autres. Donc en effet, tout devient plus pointu. On regarde côté édito, tu es bien placé pour le savoir, Joachim. On a des gens qui sont plutôt sur la narration long cours, des gens qui vont se spécialiser sur le X-Writing, sur la rédaction des micro-contenus de conversion. Tout ça se spécialise. Donc on ne peut pas tout faire bien, et évidemment bien moins qu'avant. Ça, c'est une évidence. Ouais. Okay. Donc une fois qu'on a fait ces choix, comment est-ce qu'on s'outille? Comment est-ce qu'on accompagne cette stratégie? Ouais, alors c'est vrai que, je veux bien dire sur les outils, mais on reviendra après sur la question d'exigence, ce que ça veut dire en termes d'exigence sur les contenus. Mais c'est vrai que, et ça c'est une autre difficulté, et là je ne vais pas être très calinothérapie pour les gens qui nous écoutent. Mais on a un problème en ce moment, c'est que parfois quand même on a un manque de culture technologique. Voilà, chez nos amis marketeurs. Ça, je le dis, pas tout le temps, mais c'est quand même, je trouve que la culture technologique est un peu faible. Voilà. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que, alors ils l'ont vécu d'ailleurs, en découvrant qu'est-ce que c'était une consentante management plateforme. Certains ont même découvert à cette occasion-là qu'il y avait un bidule qui s'appelait le tag management system et c'était quasiment plus important que Google Analytics dans l'affaire. Bon, il vaut mieux découvrir maintenant, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais les outillages est extrêmement important. Je sais que Marianne va en parler après, donc je sais que c'est un sujet cœur, elle a totalement raison. Bah, bon, il y a une question que j'aime bien poser quand je débarque chez les clients en audit de contenu, c'est: vous pouvez me donner les référentiels des contenus? On me dit, bah, tenez, ça c'est les accès WordPress. J'ai dit, quel rapport avec la choucroute, quoi? Enfin, je ne demande pas un accès au SMS, je vous demande le référentiel de vos contenus. Voilà, là où vous charpentez votre planif. On sait après quoi vous courez. Il y a un contenu, il est typé, il a une valeur d'usage, une audience, un persona cible, des KPI, un canal de primo-distribution, un canal de... Enfin, où est-ce que c'est renseigné? Généralement, au pire, on me renvoie un bon vieux Google Sheet ou Excel, peu importe. Voilà. Donc, s'outiller, c'est ça. Outiller, c'est outiller la planification. Et oui, les outils sont structurants. Voilà. Mais Marianne en parlera mieux que moi. Ça va de l'idéation à la mesure de la performance, en passant par la planification, en passant par la production. Mentionnons aujourd'hui qu'il y a une révolution qu'on évoque. On a même fait un petit webinaire dédié sur ce sujet. Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu un événement de l'ADTEM. Ça, on a parlé de no-code à l'ADTEM il y a quelques temps. Catherine me fait signe que oui, donc je n'ai pas dit de bêtises. Le no-code, c'est... Alors, révolution, on va se calmer sur les mots hein, quand même, mais c'est un mouvement sensible. Ça permet aujourd'hui de faire rapidement des choses qui demandaient avant de la ressource développeur avec des plus longs cycles. Les marketeurs doivent s'approprier ça. Donc c'est très bien que l'ADTEM fasse un événement là-dessus, parce que c'est des choses qui nous permettent d'outiller, d'accélérer et peut-être d'apprendre plus vite sur certains sujets. Voilà. Okay. As-tu vu cette nouvelle donne, et cette nécessité d'outillage et cette difficulté à performer partout? Il faut faire des choix, et donc tu penses souvent à des stratégies. Enfin, je sais que tu suis beaucoup de stratégies, que ce soit en France ou ailleurs. Quelles stratégies te paraissent intéressantes dans ce nouveau paysage? On en voit 2-3. Je dis on, alors je regarde, on fait beaucoup de veille, hein, tous ici, on en discute beaucoup. 2-3 stratégies autour d'un sujet, parce qu'on a quand même parlé stratégie de contenu ce matin. Je ne l'ai pas dit, parce que c'est évident, c'est en creux de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de position neutre. Je prends juste une minute, je sais que tu me feras les gros yeux si je déborde. Je te fais confiance. Mais aujourd'hui, on a profité là, de pouvoir enlever les masques pour voir beaucoup de clients. Il y en a beaucoup qui me disent, bon, on continue, en B2B notamment, ce que je veux dire là est plutôt valable sur un terrain B2B. Bon, nous, on continue à publier nos e-books. Bon, très franchement, bof, les résultats.
Bon, puis souvent, ils sont pas d'une qualité top, mais bon, la BU y a passé du temps, on leur fait plaisir, on publie, quoi. On met une case dans le tableau, ça rassure tout le monde. Ok, c'est une erreur. C'est vrai que nous, il y a 3-4 ans, on pouvait avoir cette tolérance. Mais aujourd'hui, quand on publie un contenu qui est correct, c'est pas neutre. Il n'y a pas de position neutre, ça n'existe pas le point mort, en fait. Soit on se rapproche de son audience, soit on s'en éloigne. Correct, c'est insuffisant? C'est insuffisant. Produisez moins. Voilà, il y a un moment, j'ai eu cette conversation, j'étais avec quelqu'un autour de la table, je dis mais vous-même, vous produisez, vous mettez des e-books sur la table, vous faites beaucoup de veille. Vous avez lu un e-book le dernier mois, sur le mois écoulé? Personne autour de la table n'a lu un e-book. Pourquoi vous proposez à votre audience un truc que vous-même, vous ne consommez pas? Arrêtez la blague. Arrêtez de mettre des cases dans les tableaux Excel. Donc, il y a ça à garder en tête. Quelle stratégie? Parce qu'après, je vais déborder. On en voit 2-3. Il y en a une qui n'est pas nouvelle. On en parlait déjà en 2013-2014, et là, elle revient. C'est les stratégies, on va dire, no MQL, no tracking. No Marketing Qualifying, no tracking. Donc ça, pas mal poussé d'ailleurs par des boîtes un peu américaines, que je trouve assez audacieuses sur le sujet, qui disent, en fait, on va arrêter de mettre de contenu derrière des formulaires. D'abord parce que la qualité des leads, bof, entre les étudiants, les stagiaires, les concurrents, il faut vraiment y aller à la lampe torche pour trouver le bon lead. Et puis surtout, si mon contenu il est puissant, eh ben, la personne qui l'a consommé, la bonne personne, je resterai top of mind, s'en souviendra le moment venu. Donc au lieu de forcer les gens à rentrer dans vous savez, la fameuse pyramide, là, hein, mon parcours, mon fameux tunnel, avec je commence par des posts en haut, à la fin il y a le webinaire, au milieu il y a l'e-book, ça on a beau le colorier, le mettre en relief, en 3D, ça n'existe plus ce truc-là. Ça c'est dans nos têtes pour nous rassurer, ça aide peut-être à construire un plan, mais ça n'a pas d'autre usage. Donc en fait, ces stratégies no MQL, no tracking reposent sur le fait de proposer des assets, des contenus, des produits éditoriaux très puissants, ungated, non verrouillés derrière formulaire, tout simplement pour marquer les esprits suffisamment pour finalement rester dans les esprits le moment venu quand le parcours de pensée de notre prospect rencontrera notre besoin. Une stratégie no MQL, je fais attention au temps. Non, c'est pas ça, mais on va avoir tout à l'heure un très bel exemple de ce type de stratégie, je crois, avec je pense que Guillaume Ferrand d'IBM va pouvoir nous en parler mieux que moi, et avec un vrai bien cas concret sur des gros enjeux. Donc ça, c'est franchement, personnellement, on a tous, c'est un truc que je trouve, c'est fort, c'est audacieux. Après, il faut pouvoir le porter, parce que ça, c'est gentil ce que je dis. J'en ai parlé avec un client cette semaine qui dit « Ok, c'est gentil, Cyril, t'es gentil, mais enfin, moi, la corp au-dessus, ce qu'ils veulent, c'est des leads qui rentrent dans HubSpot. Hein, je fais comment avec ta stratégie no MQL? Parce que moi, tous les mois, il faut que je rende des comptes. C'est clair, je ne réponds pas à ça. C'est pas évident. Donc, forcément, on ne peut pas être dans un mode annule en place. Il va falloir équilibrer les choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je parlais de stratégie no MQL. Et puis, en effet, ces stratégies, Guillaume y reviendra, qui sont des stratégies très monocanal, mono-asset. On va dire, bon, ok, je vais baisser peut-être des budgets, je vais arrêter d'essayer des choses et je vais, par exemple, investir assez lourdement sur un produit, tiens, la newsletter, hein, c'est le retour du futur en ce moment de la newsletter. Bon, pas de la newsletter comme on l'a connu avant, hein, un petit peu dans le sillage de Substack et autres. Je vais investir lourdement dans un feuilleton, je vais investir lourdement dans un gros produit de brand content. Tiens, je vais tester le podcast parce que j'ai le droit d'avoir aussi des convictions d'affinité, que c'est en affinité avec mon audience. Donc, je vais vraiment investir assez lourdement dans un très beau produit éditorial, avec les budgets paid qui vont avec aussi, pour le promouvoir, bien évidemment. Et je ne vais pas en faire 50. Là où avant, je faisais un petit peu de tout, parce que là aussi, je voulais être bon écolier, remplir toutes les cases du petit livre rouge, du content marketing. Je faisais un peu mes infographies, un peu mes vidéos, un peu mes textes pour nous faire plaisir à Monsieur Google. Je travaillais un peu mon content mix en termes d'équilibre, avoir un petit peu de tout, ce qui est bien. Et nous-mêmes, on a fait des recos dans ce sens-là, il faut l'admettre. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Aujourd'hui, je crois moins à ça. Je crois vraiment plus à des choix très forts, très forts. Voilà. Des choix qui permettent quand même aussi d'avoir de l'acquisition de connaissances clients. Oui, alors ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en effet, il faut compenser ce qu'on va perdre. En effet, on perd de l'information. Alors, c'est moins cruel, moins violent qu'on l'aurait cru. Par exemple, le consentement, à un moment, on s'est dit, la vache, on va passer de jouer à 100% à 40%. Certains ont eu quand même cette expérience-là, pour des problèmes de mise en œuvre technique. Globalement, c'est quand même moins violent. On perd un peu moins d'informations qu'on pensait. C'est quand même embêtant pour des comptes B2B à faible audience. Hein. Comme c'est un sujet. Mais on n'en est encore qu'au début, parce qu'après, on va avoir cette disparition des cookies tiers, pas tous les cookies, mais on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant dans tous les cas de dire comment aussi, et je pense que Guillaume pourrait y revenir, comment mon asset, ma stratégie de contenu devient aussi un moyen de capter de la vraie connaissance. Comment à un moment, je sais pas, je prends un exemple très concret, j'ai une newsletter qui est feuilletonnée à forte valeur, hein, voilà, c'est pas pour parler de moi, hein, c'est pour vraiment traiter un sujet qui rencontre un terrain qui est un vrai trait d'union avec mon audience. Comment à un moment, cette newsletter, je peux me permettre aussi d'aller chercher de l'information.
voyez, pas seulement par tracking, mais de manière explicite, de temps en temps, pour aussi la restituer sous la forme d'une valeur aussi aux gens qui m'écoutent. Donc il va falloir aussi mettre ça au programme des stratégies de contenu. Une bonne stratégie de contenu, c'est aussi une stratégie qui, par, on va dire, effet de loupe, effet de rebouclage, permet aussi, me rend assez légitime pour aller prélever un peu de connaissances. On voit que tu es passionné, qu'on a beaucoup à dire sur ce sujet. Malheureusement, le Et temps je n'ai tourne. pris qu'un café, hein, mais ça. On se revoit tout à l'heure dans quelques instants pour la session de questions-réponses. Et tout de suite, place à la deuxième session avec nos invités, Guillaume Ferrand et Elena Ioannou. Bonjour. Bonjour. Deuxième session donc de cette matinale autour de cette question. Quel contenu pour émerger aujourd'hui? Avec deux spécialistes, Elena Ioannou, qui est acquisition manager au sein de Brainsonic, et Guillaume Ferrand, directeur marketing stratégique et account-based marketing d'IBM France. Donc un vaste périmètre et une mission pas simple, parce qu'on sait qu'en marketing, rien n'est acquis, mais il y a quand même des cibles un peu plus compliquées que d'autres, et la tienne particulièrement, les CXO, une audience sursollicitée. Quelle est ta conviction, quelle est ta recette pour arriver à intéresser cette cible? Alors, tout d'abord, merci déjà pour l'invitation à venir échanger aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet passionnant. Énormément d'éléments de rebond par rapport à ce qu'a évoqué Cyril aussi tout à l'heure. Parce que moi, j'aime bien, c'est vrai, sur cette cible des dirigeants, des CXO à adresser, ce côté un peu New Deal, qu'on doit passer, c'est-à-dire d'être vraiment apporter un service à son audience. Quelque part, on est sur une cible, et pas que les CXO d'ailleurs, mais qui est ultra sollicitée. C'est-à-dire par jour, le nombre de sollicitations que l'on peut recevoir tous maintenant, alors de mails, de newsletters, voilà, alors site web, enfin, on est ultra sollicité de partout. Et donc du coup, la question c'est comment ressortir par rapport à ça, comment ressortir intéressé. Et c'est vrai que, alors moi je développe plutôt le côté d'essayer de sortir du côté scoop. Parce que le côté scoop, et on le voit même pour les médias ou les journaux, c'est bien d'attirer, mais après, il ne faut pas non plus décevoir son audience, parce que le contenu de l'article ou de ce qu'on propose derrière le titre, qui a été vraiment super accrocheur, et puis en dessous, on se dit, c'est bien, mais je savais déjà quoi ça. Donc, et là, justement, on peut obtenir peut-être le contre-effet de ce qu'on voulait obtenir, c'est-à-dire on a fait l'accroche, mais on n'a pas la transformation derrière. Ça revient aussi derrière sur l'engagement, le win et le lead et autre chose. Hein. C'est que c'est bien d'accrocher, mais il ne faut pas non plus oublier que derrière, il y a le reste à essayer de transformer, quoi. Tu mènes plus une course à la qualité plutôt qu'une course à la rapidité? Moi, alors, bien sûr, on adresse différents canaux, hein, mais dans le mix, c'est vrai que la part pour moi sur la qualité et la profondeur du contenu est quand même est très importante. Alors justement, je crois que tu as un bel exemple d'un contenu profond. C'est le référentiel de l'entreprise apprenante, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça. Alors, je peux peut-être prendre deux exemples, parce que ça rebondit par rapport à ce qu'évoquait Cyril tout à l'heure. Juste une petite minute sur un exemple qui est là en mode d'essayer de capter de l'information. Alors, c'est quelque chose qui est envoyé chez nous au niveau monde, donc avec un peu moins de contenu ou de précision locale. Mais là, on est sur une énorme étude qui est envoyée sous forme d'interview et qui est plus sur du prospectif. Donc, on va interviewer des dirigeants et derrière, on va structurer, analyser toutes ces datas pour en produire quelque chose. Et en fait, on développe cette étude maintenant depuis plus de 10 ans. Donc, il y a plus de 10 000 CXO qui ont donné des datas. Et donc, ça nous permet derrière de proposer un benchmark aux clients de leur réponse, et un benchmark par rapport à leur rôle, par rapport à leur géographie ou par rapport à leur industrie. Et donc là, on est vraiment dans un niveau win-win, c'est-à-dire qu'ils nous
donne du temps pour l'interview, donc de nous donner des informations, et nous derrière on leur propose d'aller benchmarker leurs réponses, parce que pour aller dans ce que disait Cyril tout à l'heure sur cette peur, cette crainte d'où aller, de savoir ce que font les autres, de comment se positionner, c'est quand même quelque chose de très très important. Donc ça, là on est sur quelque chose de très très lourd hein, pour nous, envoyé au niveau monde. Là, si je reviens sur quelque chose de plus local, France, en effet, depuis maintenant quelques années, je produis un contenu qui est là, le référentiel de l'entreprise apprenante, qui au départ s'appelait le référentiel de la maturité digitale. Hein. On a un peu évolué au fur et à mesure de l'évolution de ces mots aussi. Ça y est, on est mature, donc on peut apprendre maintenant. On est plus mature, ou la transfo digitale, ça devient un peu maintenant tarte à la crème, donc il fallait quand même aussi évoluer avec. Et là, on est sur un contenu qui, j'aurais presque envie de dire maintenant, est aujourd'hui peut-être un peu disruptif. C'est-à-dire que c'est un bouquin de 200 pages. Et alors, à l'ère du digital, waouh, fait un livre. C'est quoi un livre ? Un livre, c'est quoi un livre ? C'est un truc qu'on peut feuilleter, mais de 200 pages, avec à l'intérieur 70 interviews et retours de belles histoires, on va dire, de dirigeants qui nous ont raconté ce qu'ils ont mis en place, en fait. Voilà. Et donc là, on est vraiment sur, après, un contenu que l'on peut aussi donc découper en petits bouts pour utiliser aussi après durant quasiment une année entière, hein, avec des petites vidéos, des choses qu'on peut en mettre en mode snackable en bon français, pour le diffuser après et l'utiliser pendant un an à peu près, hein, puisque j'en sors un tous les ans. Donc c'est en gros... J'ai tendance à dire que le temps ne s'arrête jamais sur cette étude, hein, parce que quand on en déploie une là la semaine prochaine, on engage quasiment un mois après la construction de la suivante. Hein. Pendant qu'on est en train de travailler le contenu qui a été édité, on construit le suivant pour l'année d'après. Au moment de la sortie, l'objectif c'est quoi ? À la fois marquer les esprits, puis ensuite quand même proposer une consommation modulaire, s'adapter au temps et aux ressources de l'audience ? L'idée, c'était par rapport au sujet que l'on adresse, hein, sur tous ces aspects de transformation digitale, c'est vraiment de montrer aussi, de raconter des histoires, parce qu'en fait, on ne sait pas toujours ce qui se passe et ce qui a déjà été mis en place, ce qui est déjà live dans différentes entreprises. Et donc, l'objectif de ce référentiel, c'est vraiment de prendre des histoires, et d'ailleurs, c'est pas forcément que des clients. Ça peut être des gens avec qui on met en place des choses avec pas forcément nos produits ou nos solutions. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir raconter des belles histoires et de montrer que des choses sont faisables, et voilà comment elles ont progressé ou comment elles ont pu faire avancer. Donc aussi bien dans des domaines, puisque la transformation actuellement, elle joue sur des domaines HR, elle joue sur des domaines employés, sur des domaines clients, sur des domaines data, sur des domaines très techniques. Quasiment tous les secteurs, tous les domaines peuvent être touchés ou impactés. Et donc l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires pour montrer concrètement des choses qui vraiment sont déjà live. Parce que c'est vrai que souvent, sur ces aspects-là, beaucoup d'entreprises aussi, ou même de nos concurrents, racontent des trucs très beaux, machin. On a l'impression que ça va tout révolutionner. Puis des fois, dans le concret, un petit peu plus difficile. Donc nous, l'objectif, là, vraiment, le parti pris que j'avais vraiment utilisé, c'était de dire, on va montrer concrètement qu'il y a des choses qui peuvent se faire, quoi. Et ça peut donner comme ça des idées, et pas forcément dans un secteur, hein, c'est aussi multisecteur, parce que justement maintenant on se rend compte que des choses du retail peuvent être adaptées aussi au monde industriel, et voilà, donc il y a des cross-secteurs, ça marche pas mal. C'est justement le but de cette matinale, c'est de donner des idées. Et Elena, je te voyais suivre avec attention ce que racontait Guillaume. Que t'inspire son témoignage ? En fait, justement, moi, j'aimerais comprendre aussi la distribution de ce livre de 200 pages. Du coup, en fait, qu'est-ce que vous privilégiez comme canal ? Est-ce que c'est un canal propriétaire comme un email ou autre ? Et quel sera votre point de vue, si c'est le cas, pour tout ce qui est canal payant ? Alors là, on est sur du multicanal de distribution, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on avait lancé ça il y a 6 ou 7 ans maintenant, on était surtout sur un format papier, mais en mode disruptif du format papier. Et c'est vrai qu'on en parlera peut-être un petit peu après, parce que le ROI par rapport au format papier, c'est pas toujours évident, hein, mais bon, je crois que on en reparlera peut-être un petit peu après. Mais les différents canaux maintenant, donc on s'est développé là depuis au moins 2-3 ans, sur justement de continuer ce format papier, parce que là, quelque part, on peut l'envoyer en mode, ou le distribuer en mode un peu cadeau, qu'on est capable de donner donc, aux commerciaux qui vont aller faire des entretiens ou sur des événements. Donc ça, là, on est sur un objet que l'on peut un peu donner en mode cadeau.
Donc ça marche pas mal sur ce canal-là. Après, ce que j'évoquais tout à l'heure, justement, de pouvoir le découper en petits bouts ou de faire des vidéos avec les personnes qui ont bien voulu nous faire des interviews, ça, c'est pour pouvoir l'utiliser après sur des canaux digitaux. Donc, que ce soit des vidéos à travers YouTube ou les réseaux sociaux, ou après un nombre de posts sur LinkedIn ou sur Twitter en reprenant des citations. Et donc, du coup, vu le nombre de testimonials, de retours d'expérience qu'il y a, on est quasiment capable de tenir sur un tweet, 2 tweets par semaine ou sur LinkedIn avec justement des citations qui font après le lien vers le site web sur lequel est hébergée cette étude, mais aussi les précédentes d'ailleurs. Et donc pour nous, quelque part, essayer de boucler la boucle, de faire que ça amène des personnes intéressées pour aller télécharger le document ou nous en demander une version papier et qu'après on puisse continuer l'engagement et la discussion avec ces personnes intéressées. C'est vrai que la page est impressionnante parce qu'il y a d'une part toutes les capsules vidéo et puis ce document qui est effectivement extrêmement riche, accessible en un clic, téléchargeable sans formulaire. C'est surprenant, autant de générosité aujourd'hui. Alors le sans formulaire, ça c'est une question, c'est toujours cette discussion entre gated, non gated, jusqu'où je vais. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'avoir le plus beau contenu du monde, mais s'il est complètement gaté et qu'on ne peut pas le sortir et que personne ne le voit, s'il reste sur l'étagère, c'est comme qu'il reste sur l'étagère ou sur le site web et que personne ne le consulte, ça ne marche pas vraiment. Et puis après, de l'autre côté, si on ouvre totalement, mais qu'on est incapable de savoir ce qui se passe, ça fait peut-être de l'image, mais au bout d'un moment, Cyril le disait, on nous dit et comment tu me traques le ROI par rapport à ça, et là ça marche plus non plus. Donc moi pour l'instant le mix qu'on utilise, alors et après en fonction du contenu aussi, en fonction de la profondeur du contenu et autres, mais c'est de gater selon la fraîcheur, et puis après au fur et à mesure d'ouvrir. Donc 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou autre, où on peut mettre un téléchargement sous formulaire. Et puis après, au bout d'un moment, on libère pour que justement là, ça puisse partir peut-être plus large, quoi. Donc, tu souscris à l'analyse de Cyril, qui est la nécessaire évolution du mix gated and gated. C'est ça. Et moi, j'utiliserai presque les deux, mais après, à voir en fonction justement de la profondeur du contenu, de comment adapter ces 2 parties. Ouais. C'est-à-dire que dans un mois, ta prochaine étude, je ne pourrais pas la lire directement. Si, justement, parce qu'à partir de la semaine prochaine, soit en mode gaté, soit en nous contactant, justement, et là, c'est là que ça permet justement de la distribuer. Et les autres contenus que tu évoquais, les autres formats, tu peux en reparler, c'est la C-Suite, c'est ça? Oui. Alors là, c'est justement ce que j'évoquais au début. Donc, ça permet justement d'avoir un benchmark, de proposer aux clients un benchmark même maintenant en ligne. Donc, encore il y a quelques années, on allait faire les restitutions en amenant un document de quasiment 50 pages aux clients et en disant, voilà, vous nous aviez accordé il y a quelques temps du temps pour répondre à des questions. On a mouliné tout ça, on en a fait maintenant une étude qui permet d'avoir des éléments prospectifs par rapport à vos domaines. Mais par rapport, à vos questions précises, je suis capable de mettre en regard vos réponses par rapport aux autres personnes qui ont répondu dans l'étude. Et donc, ça, c'est un apport énorme parce que ça permet aussi de mettre en regard les réponses par rapport à l'industrie, par rapport au rôle de la personne ou par rapport au secteur d'activité. Maintenant, on le propose même en ligne. Les technologies permettent de s'améliorer par rapport à ça. Et donc, du coup, on est capable de proposer au client un benchmark quasi instantané. Donc, il répond à des questions et on lui montre comment sa réponse se trouve mise en regard d'autres personnes qui ont pu répondre. Et donc, on est capable de filtrer aussi en fonction de si on souhaite filtrer sur une industrie particulière, une géographie, parce que tout le monde n'a pas, entre on va dire les 3 grandes géographies mondiales, l'Asie-Pacifique, les États-Unis ou l'Europe, on n'a pas tous la même façon de fonctionner ou d'appréhender les différents sujets. Donc ça, c'est une valeur, on va dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, win-win, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher de l'information en interview et après de venir faire la restitution. Et donc là, je dirais que dans le process même d'engagement avec des CXO, c'est ce côté apport de valeur qui permet d'engager beaucoup mieux. Et donc c'est ça en fait, tu as presque inversé la relation. C'est toi qui apportes les informations, c'est toi qui apportes la connaissance. Donc tu vises vraiment l'enrichissement de la relation directe. C'est ça. Mais ça
la base, c'est quand même aussi ce que nous ont donné les clients, hein, puisque ce que je peux apporter, c'est juste parce que j'ai réussi à récupérer de la matière avant. Donc, ça nécessite. C'est pour ça que je dis que ça, c'est quelque chose qui est quand même plus difficile à mettre en place. Et donc, nous, au niveau monde, à travers une très grosse structure, hein, parce que pour pouvoir avoir de la matière de restitution, il faut énormément de matière au début. Et nous, ça fait plus de 10 ans qu'on la tourne. Donc maintenant, voilà, la base de données est très grande sur cette quantité de matière qui est adapté, updaté au fur et à mesure. Mais là, c'est quand même des choses qui sont un peu plus conséquentes à mettre en place quand même. Ouais, donc j'imagine aussi conséquentes à produire. Tu l'évoquais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut évaluer le ROI de tel contenu? Alors, moi, je suis dans une entreprise où tout est mesuré, hein, donc pas de problème là-dessus. Bon, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entreprises comme ça, mais nous, on est bien mesurés quand même. Donc, là-dessus, et là, je reprendrai peut-être plus l'exemple du référentiel, puisque là, il est à ma main, on va dire plutôt localement. Là, le côté mesure, il est très important, mais je voudrais aussi peut-être, quand on parle mesure, c'est-à-dire qu'on le compare par rapport au prix d'investissement aussi. Et c'est vrai que comparé à d'autres canaux d'investissement comme du paid ou ce qui était évoqué, de faire un contenu même de 200 pages comme ça, c'est peut-être pas si cher. Hein. Bon, je reste en réflexion. C'est pas toujours si cher par rapport au prix que peuvent coûter du paid média ou rapporté à l'année. Hein. Et après, donc justement, comment on arrive à montrer qu'on a du ROI. Alors là, j'amènerai un bémol par rapport à ce qu'évoquait Cyril, c'est-à-dire que moi, je trouve que le ROI, c'est bien d'avoir du lead, mais ça, j'appelle ça du pipe. Hein, c'est-à-dire, bon, mais au bout d'un moment, c'est le win qui est important. C'est pas que le nombre de contacts que j'ai pu faire ou le nombre de clics, hein, parce que ça, au bout d'un moment, on peut avoir le meilleur nombre de clics. Si derrière, il n'y a pas de transformation business, ça ne marche pas. Donc j'avais plusieurs méthodes par rapport à ça. Donc on l'évoquait tout à l'heure par rapport au gated, donc d'essayer de récupérer des adresses mail et autres, et même par rapport au format papier que j'ai évoqué, parce que ça c'est plus difficile à mesurer. Mais à un moment j'avais quand même mis en place il y a quelques années le fait de dire aux commerciaux qui en avaient besoin, qui voulaient aller donner ce livre à leurs clients, quand ils venaient me réclamer le livre, je leur disais donne-moi le numéro de l'opportunité que tu as créé vis-à-vis de ce client. Et donc comme ça du coup ça me permettait quand même d'obtenir un nombre d'opportunités. Et donc, tu vendais le référentiel à tes commerciaux. Je le vendais quasiment à mes commerciaux, ouais, c'est un peu ça. Et donc c'est vrai que là on est quand même sur un document de ce style, hein, on est quand même sur plusieurs centaines de millions d'opportunités et plusieurs dizaines de millions de wins derrière. Hein, donc, ouais. Donc au final, ça se tient. Ah ouais, ça se tient bien. Mais c'est du travail à construire. Et j'ai envie de dire, quand l'étude sort, même si c'est un an de travail derrière, mais le début du travail de déploiement commence. Et ça, c'est un point qui est important aussi, je pense. C'est-à-dire que souvent dans nos équipes, alors je parle en tout cas pour nous, on a tendance à considérer qu'à partir du moment où on a fait, mais que ce soit une vidéo ou quelque chose de très bonne qualité, que le travail s'arrête parce que la vidéo elle est super, c'est génial quoi. En fait là c'est juste le tout début quoi. C'est le tout début de la vie de cet asset qu'on va devoir travailler, qu'on va devoir diffuser, qu'on va devoir rentabiliser même, mais c'est le tout début de sa vie quoi. Et c'est vraiment ça qu'il faut dont il faut qu'on prenne conscience, je pense. C'est vraiment une stratégie intéressante. Elena, dans ce monde cookie-less, est-ce qu'il y a d'autres approches qui se dessinent et qui attirent ton attention? Oui, évidemment. En fait, nous, on propose 3. Je vais partager avec vous en fait 3 qu'on propose à nos clients. La première étant en fait ce qu'on appelle les contextual ads, donc vraiment en fait du contenu très contextualisé autour d'une thématique très précise. La deuxième est le people targeted marketing et la troisième en fait est vraiment tout ce qui est les programmes relationnels, programmes de fidélité où on peut vraiment être à un échange avec nos utilisateurs. Donc la toute première qui est la payante, donc tout ce qui est vraiment contenu contextualisé, qui peut être un lien, une image qu'on peut mettre en fait dans un article sur une thématique très précise. Donc on va aller chercher l'utilisateur par rapport en fait à son centre d'intérêt et pas par rapport en fait à son comportement en général en ligne. Ce qui est très pertinent parce que justement il est réceptif et il trouve en fait quelque chose qui est en cohérence avec ce qu'il est en train de consommer, de lire en ligne.
La deuxième, que c'est vraiment le people targeted, c'est vraiment en fait qu'on les invite, on capitalise sur les first party data de notre site et on les invite de rester logués sur les canaux, à la fois sur le site, sur Facebook ou autre, qui nous permet à nous-mêmes de faire la connexion via son adresse email et pouvoir le targeter, le retargeter en fait à chaque fois. Et la toute dernière, que c'est vraiment en fait qu'on connaît tous les programmes relationnels qui existent depuis un petit moment, c'est vraiment le moment où on privilégie l'email et on peut échanger avec. Déjà nous en tant que marque, on peut partager du contenu, on peut partager nos messages, mais on peut aussi en fait inviter les utilisateurs à partager avec nous leurs problématiques, leurs besoins, ce qui nous permet par la suite en fait de réagir et répondre en fait à leurs besoins. Beau programme. Voilà. Merci Elena, merci Guillaume. Merci. Guillaume, on se revoit tout à l'heure pour les questions-réponses. Place maintenant à nos derniers invités, Marianne Gauguillon et Alexis Albinet. Donc après ce regard croisé sur la typologie de contenu, nous allons maintenant parler de l'organisation au service de la performance des contenus. Et pour cela, deux experts. Alexis Albinet, qui est Performance Manager au sein de Brainsonic et de Brainsonic Corp. Hello Alexis. Tout à fait, bonjour. Et Marianne Gauguillon, qui est Groupe Digital Marketing SVP de Sodexo. Bonjour Marianne. Tout à fait, bonjour. Vous avez un rôle d'architecte du marketing digital au niveau groupe. Donc vous déployez des moyens importants au niveau de votre strate de contenu. Mais si on revient un peu en arrière, comment est-ce que ce sujet des contenus s'est imposé au sein de Sodexo ? Donc déjà, chez Sodexo, il y a à peu près plus de 2 ans, on a changé de CRM. On a ouvert les portes à une technologie qui était un peu plus moderne et ouverte aussi sur d'autres technologies. Et donc, historiquement, Sodexo répond à des appels d'offres. Mais on sait très bien qu'avant les appels d'offres, 9 mois avant au minimum, il y a un travail qui est fait par effectivement des équipes qui viennent voir effectivement sur les prestataires qui sont potentiels. Donc, ça pose effectivement la question de la présence en ligne et la pertinence du contenu. Ce qui s'est passé, donc, c'est avec l'implémentation de ce nouveau CRM, on a commencé effectivement en interne à parler donc de faire du lead generation, de commencer à aller parler sur des programmes de rétention qui étaient donc digitaux. Et donc on est allé voir, nous on est organisé par, ce qu'on appelle des segments, donc par des verticales d'industrie. Et puis après, donc ils vendent du service de restauration, de facility management. Donc quand on est allé les voir pour leur parler de leur go-to-market, tout le monde nous a présenté son marketing stratégie, son sales stratégie, et donc les services. Et la question s'est posée, et donc, quid du vos contenus? Mais c'est une stratégie de contenu. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans une situation, on était finalement riche en contenu, mais relativement opérationnel. Mais en fait, il fallait rajouter cette brique, effectivement, pour aller plus loin, pour dire, en fait, c'est pas juste un one-off. Ce qu'on va vous faire, c'est effectivement une continuité dans le parcours de l'utilisateur, que ce soit un prospect, que ce soit un client, pour que ça soit, en fait, effectivement pertinent et qu'on puisse, effectivement, derrière l'identifier. Et donc, en fait, il y a une certaine mobilisation qui s'est donc créée en disant, ah oui, effectivement, il faut qu'on aille plus loin sur le contenu. Et donc, mise en œuvre de stratégies de contenu pour délivrer des campagnes. Le but, c'est de devenir un peu une force conseil au niveau groupe pour vos équipes. Alors, tout à fait. Donc, c'est effectivement ce qu'on a fait. Et on a fait ça de façon centralisée, mais en région. Où en fait on a commencé à développer trois piliers en fait pour que cela fonctionne. Le premier, ça a été sur les process, donc expliquer tout simplement le qui fait quoi, parce que c'est une bonne question en entreprise, surtout quand on est très nombreux avec une organisation matricielle. Donc il faut l'écrire, il faut l'expliquer. On s'est basé aussi avec le déploiement de ce nouveau CRM pour bien dire que ça s'inscrivait en fait dans ce cheminement. Il y a eu également l'embauche en fait de personnes, donc là la partie talent, qui a été donc on a effectivement des content stratégies qui ont été embauchés, qui sont supportés par des gens derrière qui font du SEO, du marketing automation, de l'analyse. Donc il y a effectivement des groupes qui sont au service des BU pour les accompagner dans ces campagnes. Et puis le dernier point, et effectivement Cyril en a parlé en intro, sur les outils qui sont vraiment à ne pas négliger. Puisque là, en fait, on a utilisé
Voilà, déjà, les personnes qu'on a embauchées sur ces centres, forcément, sont outillées. Sans quoi, ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler. Donc, avec des outils très spécifiques. Et puis, derrière, on a le support d'une plateforme de content marketing plateforme. Donc, en fait, c'est une plateforme sur laquelle, en fait, on regroupe tous les plannings, les briefs, la gestion des digital assets, de la création, de l'hébergement, de la validation, de toutes les tâches différentes. C'est d'ailleurs plugué, c'est d'ailleurs connecté à nos systèmes en API pour mise à jour sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Donc là, on a parlé un peu plus tôt de distribution. C'est vraiment sur une idée d'avoir de la performance, mais aussi que ce soit facile pour les utilisateurs. Et puis derrière, évidemment, on mesure effectivement l'usage de ces assets. Et puis on va même plus loin, puisque en fait, l'implémentation de cet outil nous a fait poser la question de la nomenclature des digital assets, puisque c'est la même nomenclature en fait qui est commune sur notre CRM, sur les outils de tracking end-to-end que nous avons pour mesurer les campagnes, et donc dans ces outils de contenu. Donc il y a vraiment une énorme réflexion qui a été faite, qui a débordé finalement. Une stratégie de contenu, oui, ça s'écrit. Mais derrière, effectivement, comment, dans une architecture, combien ça vient se mettre en œuvre, comment ça s'articule. Et effectivement, nous, on a choisi de faire ça sur ces 3 piliers. Surtout au vu, Sodexo est une grande entreprise. Ce qu'on fait, en fait, c'est surtout sur nos plus gros marchés qui sont les États-Unis, UK et France, et on continue à déployer sur d'autres pays. Donc, en fait, on parle à beaucoup de personnes en interne qui sont effectivement impliquées dans ce projet. Donc process, skills, outils. Tout à fait. L'outillage que vous avez choisi est peu fréquent en France, c'est peut-être intéressant de revenir dessus. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'outils ? Ce choix d'outils, c'est venu, j'oserais dire par expérience en fait. C'était un petit peu ne pas louper le... tiens, t'as pas reçu l'email, le dernier email avec la bannière qui était en rouge, etc. Donc c'est pas des outils qui sont effectivement très connus. D'ailleurs, quand on a fait le RFP, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient anglo-saxons. Mais c'est vraiment pour faciliter et vraiment pour aider cette conduite au changement également qu'on faisait, parce que mine de rien, on a un petit peu bousculé la façon de développer une partie du business. Donc c'est aussi pour avoir cet onboarding auprès des utilisateurs sur ces outils. Et en termes de skills, vous disiez toutes les compétences internes, du SEO, compétences stratégistes ? Oui, tout à fait. Donc en fait c'est un peu ce que j'appelle le minimum syndical du digital marketing. Mais effectivement, donc on a une personne qui fait du SEO à l'international, qui peut. Alors ça a été aussi une conduite du changement d'expliquer que quelqu'un qui ne parle pas français va vous faire des recommandations sur des mots-clés en français, mais qui a quand même besoin de vous, équipe marketing. Un analyste, parce que sans analyse, on ne peut pas effectivement savoir où est-ce qu'on va, et puis même aller regarder ce qui se passe au niveau de la compétition. Un PM, parce que tout ça s'orchestre, tout ça, ça demande quand même beaucoup de rigueur de travail. Et puis derrière, aussi le lien avec le marketing automation. Donc on revient sur la partie emailing dont on a parlé. Quand on crée une campagne, en fait, la première étape, on crée en fait dans le CRM. Donc nous, on a une règle qu'on a déployée. Si c'est pas dans le CRM, ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est dit. Donc effectivement, toute action, toute campagne qui est faite, en fait, tout est traqué. Et d'où effectivement derrière le lien sur la nomenclature, des campagnes, mais aussi des assets, etc. Donc tout est vraiment lié. Pour pouvoir effectivement avoir ce tracking et cette performance derrière, et puis aussi quelque part avoir ce formatage c'est ainsi que ça fonctionne. Donc on reprend sur les process qu'on a d'ailleurs décrit dans un playbook. Donc on a un guide qui a d'ailleurs, faut remercier toute personne qui a travaillé dessus parce que c'était pas évident. Et d'ailleurs, on est allé même plus loin parce qu'on a fait, nos centres s'appellent MSDC. Donc, j'ai été un peu challengée au début sur l'acronyme. C'est Marketing Sales Distribution Center. J'étais assez ravie qu'on parle de distribution un petit peu avant. C'était aussi à but pédagogique pour effectivement expliquer que une stratégie de contenu, c'est une stratégie de canaux en fait, de canaux de distribution. Et on sait qu'on ne peut pas être partout parce que, nous, on a beau être nombreux et être une grosse entreprise, on n'a pas des moyens, on aimerait tant, mais voilà, on n'a pas des moyens extraordinaires. Donc, il faut effectivement qu'on soit sur le bon canal, sur avoir la bonne personne, le bon message. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite.
C'est bon message et la bonne mesure. Bonne mesure. Je vois qu'Alexis vous écoutez en buvant du petit lait parce qu'il adore tout ce qui est dashboard. Que t'inspire ce témoignage, Alexis? Il m'inspire énormément de choses, évidemment, et je vais tout de suite faire un petit focus sur la mesure de performance. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a des outils qui viennent en parallèle pour mesurer la performance, ou alors c'est prévu dans l'outil de gestion de contenu? Et deuxième petite question, est-ce qu'il y a des profils dédiés qui ont été recrutés pour ça? Et si oui, quel genre de profil? Donc sur l'outil en fait de Content Marketing Platform, effectivement on peut mesurer la performance de l'asset. En fait on voit aussi combien de fois ça a été réutilisé. Donc ça on a effectivement des KPIs, enfin de la mesure qui est à l'intérieur de l'outil. Après on est allé plus loin, je pense qu'on n'a pas évidemment. En fait ce que nous avons fait c'est que comme je mentionnais, donc les campagnes sont créées d'abord dans le CRM. Donc en fait on a créé, on a fait une agrégation de différentes données, que ce soit de Google Analytics, bon on utilise Pardot, voilà, j'ai dit les noms, mais donc à l'intérieur effectivement l'outil de contenu vient dedans et on fait donc un système de data vise qui nous permet de récupérer la campagne et puis on a créé tout cette façon de dire une campagne dans une stratégie, il y a une campagne qui est par an et puis derrière vous avez des campagnes qui sont ce qu'on appelle donc enfants, petits-enfants, etc. Donc le petit-enfant, ça va jusqu'à un moment, le tweet, etc. Mais en fait, de ce fait, tout est mesuré. Et donc, on a fait donc, ce premier process, donc un dashboard qui suit effectivement, donc un tableau de suivi qui suit effectivement ces KPI niveau campagne. Ensuite, on est allé plus loin, puisque sur le contenu, comme je mentionnais, sur le Content Marketing Platform, on sait donc la performance et l'utilisation du digital asset. Après, on utilise d'autres outils, et notamment sur notre site web, qui me permet de mesurer, en fait, savoir si cet asset a été cliqué, si les gens l'ont vu, si en fait ils sont passés à côté, comment il a été en fait utilisé. Donc effectivement, il y a ces deux mesures. Il y a une troisième mesure, et bon, je vous en parle parce qu'on est entre marketeurs et vous le savez. Moi, j'ai un KPI, c'est l'engagement en fait de ces plateformes. Donc je regarde effectivement comment les collaborateurs utilisent les plateformes, parce qu'on fait un investissement, on doit rendre des comptes. Donc effectivement, si les gens ne l'utilisent pas, c'est comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que son rôle a changé? Est-ce que finalement c'était une bonne mauvaise idée, hein? Il y en a aussi. Et donc de ce fait, on suit également aussi, pas de façon Big Brother, je vous rassure, mais c'est vraiment être sûr que l'on outille correctement nos collaborateurs, parce qu'on est là pour les aider. Leur succès, c'est notre succès. Donc en fait, effectivement, on a poussé l'enveloppe jusque-là. Merci beaucoup, très intéressant. Et un peu comme Guillaume tout à l'heure avec IBM, en fait, c'est une approche très aboutie. Vous l'avez adapté au fil de l'eau ou dès le départ, vous êtes parti dans ces directions? En fait, je pense qu'il y avait une idée de trame au début, mais au début, quand on part, c'est une ambition, une vision. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Bon, après, la réalité est un peu plus compliquée, on va pas se mentir. On a essuyé les plâtres sur beaucoup de sujets. Pour ici compléter, on a eu beaucoup d'aide de l'équipe CRM qui elle aussi donc lancé ce nouveau donc au niveau des gens qui, j'ai pas répondu, je réponds maintenant, mais au niveau des gens qui aident, effectivement on a des data analystes, on a des digital analystes, donc ils sont plusieurs, ils sont également supportés par aidés dans le sens aidés par l'équipe CRM au niveau donc des tableaux de suivi, et puis au début on a fait appel à des agences parce qu'on savait pas tout en interne, donc oui il y avait la vision qui était là, la vision utile. Je l'avais dès le départ, mais ça c'est plus d'expérience en disant alors cette fois-ci on apprend de nos expériences. Hein, je fais du digital marketing depuis pas mal de temps, depuis 99 on peut le dire. Donc au fur et à mesure on sait quels sont les outils, quelle est la limite des outils, et on sait qu'il y a des skills qui viennent derrière, et puis surtout les process quoi. Donc oui il y avait de la vision, mais après il a fallu s'atteler au travail et ça nous a quand même pris pas mal de temps. Donc là on arrive à au bout de ça fait 2 ans, donc là ça commence à bien rouler. Ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a dû adapter un peu selon les pays où on utilisait, parce qu'il n'y avait pas toujours les mêmes réactions, les mêmes onboarding, etc. Justement, vous dites essuyer les plâtres. Avec le recul, quels sont les sujets qui vous semblent les plus difficiles à assimiler ou les sujets sous-estimés dans cette transformation? Alors sur le sous-estimé, on le savait, mais on avait quand même sous-estimé. Ça a été effectivement la partie explicative, changement de process, cette partie de change. On répète, on prend beaucoup de café, et il en faut. Voilà. À un moment, pas sauter parce qu'on en a marre, mais ça, il en faut énormément. Oui, on le savait, mais vraiment, ça a été hyper important. La deuxième, ça a été au niveau du nombre d'assets digitaux des campagnes.
En fait, donc quand on a commencé à travailler donc sur le contenu, sur les stratégies de contenu, donc on a bien expliqué que une campagne c'était pas juste un webinar, hein, on est bien d'accord. Bon, même si voilà, c'était toute une quantité, c'était du 3 mois, c'était du 6 mois, et en fait, au début, on a eu des livraisons, on a eu 150 digital assets. Donc, je me réfère vraiment à une photo ou à un paragraphe. On était dans cette granulité-là, et en fait, on leur dit, en fait, ça va pas être possible parce que très vite, on va devoir, il faut en créer plus, il va falloir être un peu plus, faire du snackable content, c'est pas très joli, mais c'est un peu l'idée. Hein. Ce qu'ils disent aussi, Guillaume, on récupère et on transforme. Donc ça, c'est aussi la volumétrie donc du contenu à créer a été probablement sous-estimée. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on voit des business units qui commencent à embaucher des rédacteurs. Donc voilà, donc ça commence à être ancré en se disant, en fait, effectivement, une campagne, c'est dans la longévité. En plus, nous, on a des cycles de vente excessivement longs. Ce sont des gros contrats, hein, donc c'est pas voilà, il faut effectivement bien planifier ça, et on peut pas raconter toujours la même chose parce que sans quoi ça a déjà été dit, on n'est pas pertinent très rapidement. Et l'étape suivante ensuite, comment est-ce que vous regardez la performance de ces contenus et des différents canaux? Donc nous on les suit donc grâce à tous les tableaux qu'on a effectivement mis en place. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, d'un pays à l'autre, il y a quand même des choses qui changent au niveau de la façon de distribuer les contenus et l'intérêt des gens. Donc, au fur et à mesure, en fait, on adapte. Nous, on est plus là dans une dimension, effectivement, de se dire on va faire plutôt quelques canaux, et parce qu'on a été tenté aussi, pareil, d'être un peu partout. On n'a pas été un peu partout parce que simplement, au moment, on pouvait pas. Mais là, on revient plus sur presque je vais pas dire du monocanal, mais pour certains, en se disant il vaut mieux qu'on investisse peu, mais mieux sur certains canaux, et c'est pertinent. Ce qu'on est aussi en train de faire, c'est regarder au niveau des études. Donc là, on est en train de refaire des études pour vraiment, en fait, on l'avait déjà défini, mais en fait, on va le redéfinir. Quel est le comportement online de nos acheteurs? Nous, on vend une pléthore de personnes et des services très différents. Donc, forcément, quand vous allez, vous adresser à un secteur public ou à l'armée, voilà, on parlait pas de la même façon qu'à un hôpital, etc. Donc, on est vraiment en train d'affiner, en fait, pour vraiment se diriger vers identification des canaux pour vraiment être juste, pour être sûr que effectivement, ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, c'est vraiment le bon message au bon moment. Enfin, c'est pas au bon moment, c'est vraiment au bon lieu presque, à la bonne personne. Il y en a aussi un autre sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le management du changement. Est-ce que vous constatez donc vous l'avez un peu dit, des différences entre différents pays et des difficultés ou non à embarquer toutes les équipes? Quel est votre secret pour embarquer? Tout à fait. En fait, les Américains sont très « let's go ». Et pouvez vous planter. Bon, ils vous en voudront pas trop. Voilà, faut rester sympa, et ils en voudront pas trop. Mais généralement, l'onboarding est quand même beaucoup plus facile. Et c'est un peu valable dans le pays, chez les Anglo-Saxons, chez nos amies françaises, moi-même française. Effectivement, ça a été un peu plus long. Parce que effectivement en France, et c'est un avantage, hein, on réfléchit sur mais comment on va faire, etc. Avant de se lancer, on est un peu plus peureux sur l'action. Donc là, il y a eu beaucoup de temps passé, on a monté des webinars pour expliquer qu'est-ce qu'on faisait, comment ça faisait. Enfin voilà, on a créé un Digital Marketing Academy. Qui est ouvert à tout le monde, on met tous les decks online, tout est disponible à tout le monde qui veut bien lire, qui a envie de lire, qui veut apprendre. Et donc c'est ce côté pédagogique, effectivement, qu'il a fallu, sur lequel il a fallu vraiment mettre l'accent. Mais voilà, après on a des petites victoires quand même. Cette semaine justement, on a fait un webinar sur la stratégie de contenu. Et après, copié un peu. Oui, alors sans savoir ce que c'était déjà prévu, hein, mais alors c'était très tangible. Hein, c'était vraiment plus sur l'accompagnement d'une campagne nurturing, comment on fait, etc. Et puis après, quand vous avez les petits emails du c'était top, merci. Bon là voilà, au niveau de l'engagement, je me dis tac, ok là c'est bon, si j'avais un dashboard, je me mettrais la petite étoile. Là, c'est bon, c'est fait. Donc faut être assez pugnace quand même. Alexis, quelle peut être la contribution de la performance à ces initiatives de conduite du changement?
Elle est très inégale en fait en fonction des clients ou des sujets. Pour moi, là où l'impact est vraiment plus fort, bon, ça a été dit et redit, mais c'est vraiment très important, c'est quand le dispositif est mis en amont, en fait, en amont de la stratégie de contenu. C'est-à-dire si on a à disposition un référentiel produit, qu'on va ajouter toutes les dimensions de la stratégie de marketing digital, on va pouvoir par la suite enrichir l'analyse de manière très profonde. On peut même aussi aller plus loin. Pendant la production des contenus, on va pouvoir, grâce à des process portés par des outils, accélérer la productivité, même le confort des équipes. Donc on va pouvoir, en travaillant autant, en faire plus. Et à la fin, quand toutes les données sont disponibles et que les contenus ont été diffusés, l'analyse est beaucoup plus profonde, beaucoup plus large. Et du coup, le cycle se répète et on peut avoir une stratégie de contenu beaucoup plus fine. Très clair. Autre question, parce qu'on a vu tout à l'heure l'exemple de Guillaume chez IBM et vous chez Sodexo. Vous avez quand même une belle ambition et de beaux moyens. Comment on fait quand on a moins de moyens? Alors, quand on a peu de moyens, quand on n'a pas de moyens, il faut quand même y aller. Il y a quand même des possibilités, évidemment. Il y a des stacks d'outils qui sont gratuites. Elles ont leurs limites, elles nécessitent quelques compétences, mais il faut les utiliser. Elles permettent quand même de passer un petit cap qui est largement suffisant pour entamer une accélération, une modernisation de la stratégie de contenu. Évidemment, la stack Google, pour ne pas la nommer. Quand on a un peu de moyens, on peut aussi aller vers des types d'outils no-code dont on a parlé tout à l'heure, qui vont proposer quand même un périmètre de fonctionnalités gratuites qu'on peut exploiter au maximum et qui vont permettre d'estimer l'investissement nécessaire pour passer un cap et essayer de débloquer des moyens. Il y a aussi une dernière chose, c'est que le sujet évidemment devient de plus en plus professionnel, hyper spécialisé. La documentation en ligne est énorme, de plus en plus profonde. Elle a une grande valeur, on peut tout à fait l'exploiter à fond. Et ça, évidemment, il y a comme une partie de cette documentation qui n'est pas payante. Je vois que vous acquiescez. Oui, tout à fait, parce qu'on en a parlé un petit peu auparavant et effectivement, moi j'ai toujours fait du digital marketing e-commerce et Google Analytics est toujours resté gratuit, hein, on a parlé du Google Stack et effectivement, donc nous aussi, on a regardé aussi, à chaque fois en fait qu'on a sélectionné un outil, de toute façon on a fait un appel d'offres. Et on a regardé tout type d'outils parce qu'effectivement, il ne faut pas croire que, tout ce qu'on a, on a des outils qui ne coûtent pas cher. Hein, on n'est pas, je l'ai dit, on n'a pas tant de moyens que ça au final. Et effectivement, il y a des choses dont nous on se sert aujourd'hui qui sont gratuites, tout à fait. Comment on fait pour tenir dans le temps la perf d'une telle stratégie? La cohérence et la performance d'une telle stratégie de contenu? Très bonne question. Écoutez, ça c'est effectivement de l'orchestration, c'est mettre du rythme. C'est effectivement, nous on suit de très près en fait donc ces business units sur leur go-to-market. Donc en fait on les suit mais quasiment au trimestre. Donc c'est une rigueur de travail en fait. Hein. Tout ça nous a donné dans cette orchestration beaucoup de rigueur et il faut garder le rythme. Donc il faut être dynamique et il faut se l'imposer. Très clair. Merci pour cette explication. Merci Alexis. Marianne, vous restez avec nous puisqu'on passe maintenant à la séance de questions-réponses en attendant donc les questions que vous avez pu nous poser. Merci. À tout de suite. Alors, en attendant que les questions arrivent sur cette tablette, je vais peut-être vous demander de réagir chacun à vos témoignages, parce que chaque fois que vous voyez, vous acquiesciez, vous aviez envie de rebondir. Donc, voilà. Guillaume, que t'inspire ce qu'a dit Marianne à l'instant? Je ne sais pas si bon. Ça marche. Ouais, c'est bon. Non, je me reconnais totalement dans ce qui a été évoqué. Hein. On utilise à peu près les mêmes choses. Je crois que c'est après dans les grosses entreprises. Moi, je rebondis aussi sur le côté moyen. C'est-à-dire qu'on on veut souvent opposer grosses boîtes, plus petites boîtes. Je ne suis pas sûr. Dans les grosses boîtes, en effet, vu la multiplicité des business units, des trucs comme ça, mais au global, quand on découpe sur une business unit ou sur un domaine, je ne suis pas sûr que nos moyens soient si excessifs que ça par rapport à d'autres entités. Et donc, du coup, le mix après, on a tous ces choix à faire de savoir où est-ce qu'on met notre argent, quoi, et on ne peut pas en mettre partout. Donc, quelque part, c'est une réflexion, ça, après, importante de quel canal on va privilégier.
où est-ce qu'on va, et voilà, en relation aussi avec notre équipe commerciale. Enfin, je trouve que ça, c'est aussi ça qui est important, hein, c'est au service du business derrière. Donc, c'est pas que de l'image, c'est pas que du branding, même si ça peut avoir un rôle, hein, l'image et le branding. Je suis pas contre l'image et le branding, hein, bien sûr, mais c'est vrai que d'être aligné aussi avec le business, ça c'est aussi important, parce que c'est un point qu'on n'a peut-être pas trop évoqué là, mais l'alignement marketing-sales redevient quand même quelque chose de très très important. Marianne, vous vouliez réagir peut-être à l'expertise ou la stratégie de Guillaume? Oui, non, tout à fait. Donc, effectivement, donc je pense que, de son côté, il y a déjà plus d'avancement, effectivement, sur cette stratégie et la façon de distribuer. Donc, je trouve qu'il est très, très bien. Je pense qu'on est assez alignés. On peut pas être partout et bien faire. Donc, à un moment, effectivement, il faut faire des choix. Voilà. Et puis, on a tous les outils derrière pour nous aider pour faire les choix qui sont pertinents. Et puis également sur le côté outils, en fait. Hein, c'est pas parce qu'on est dans des grands groupes qu'on a pléthore de ressources, je sais quand même à dire, en tout cas démystifier. Donc, effectivement, le panel sur les outils gratuits, sur ce qui existe et ce qui est pertinent après dans l'écosystème. Cyril ? Je rajouterais peut-être que, attention aussi aux outils, parce qu'on se noie vite dans les outils et dans la data. Bon, il faut garder aussi quelques KPI simples. Des fois, c'est bien. Le win. Cyril, une réaction ? Oui, d'abord, merci à tous les deux, parce qu'en effet, on vous a trouvé avec l'aide de la DTEM. Hein, je suis un petit clin d'œil à Karine qui nous a bien aidé. Et c'est intéressant parce que, sans le voir, ça illustrait assez bien des partis pris qu'on voulait évoquer, des partis pris sur la valeur du contenu, et c'est aussi sur le côté outillage. Et je remets un petit highlight là-dessus, c'est que, parce que nous, on rencontre ces difficultés, nous, agences, par rapport à des choses qui ne sont pas forcément existantes. Et en effet, que ce soit dans les cas, peu importe la taille des comptes, il faut un minimum d'outillage. Et je trouve que sur ce sujet du contenu, il y a d'autres sujets qui sont très bien outillés. On parlait de l'automation, du CRM, mais ce sont des sujets maintenant qui sont quand même, quelle que soit les tailles d'entreprise, bien outillés, sincèrement. Le contenu, c'est pas encore le cas, à mon sens. C'est vrai qu'il y a un des points, on l'a pas nommé, je sais pas si on va, mais voilà, on peut le noter, c'est Welcome, ça s'appelle Welcome, anciennement Newscred. Voilà. Qui est ce qu'on appelle une content marketing platform, hein, voilà. Des outils, franchement, qu'on rencontre très rarement, en tout cas sur les clients français. On se débrouille plutôt avec du tableur et compagnie. Nous, parfois, on essaye de au moins faire transiter ça vers des bases de données visuelles no-code, Hypertable ou autre, au moins pour avoir quelque chose de plus visuel, aussi avec des automatismes, des automations. Mais c'est le moment. Voilà. Là quand c'est pas là, ça manque. Et donc, il y a un vrai travail et ça contribue au change aussi. Hein. Donc, ce sujet outillage, il n'est pas anodin. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, j'ai déjà eu l'occasion de témoigner, etc. Ouais. Mais c'est vrai que nous, s'il y a quelque chose sur lequel, voilà, c'est quoi le grand retour d'expérience de toute cette mise en place. Et cet outil nous a énormément aidé, juste dans l'onboarding, dans la conception, dans les usages, en fait, parce que c'est mis à la disposition des équipes. Et ça nous a énormément aidé. Vous le disiez à un moment, je l'ai noté, ça nous aide par exemple à suivre le niveau de recyclage des contenus. C'est tout bête, mais moi je vois même des clients qui sont des PME, hein, ils sont 50, 100. Dès qu'on a fait quelques contenus, oui, on l'aurait utilisé. Non, dès qu'on a fait 15-20 contenus, personne ne suivra le niveau de recyclage des contenus. Et la pièce qui peut être bonne, mais qui n'a pas performé dans sa primo-publication, on va vite l'oublier. Alors que relancer 2 mois après, légèrement snacké, avec un nouvel editing, etc., elle va performer. Et si on n'a pas d'outillage pour ça, on ne le fait pas. On le sait très bien. Ouais. Et donc performer, c'est aussi au service du business. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est ça, que la strate de contenu doit quand même être au service des sales. Ouais. Au final, alors, nous on est objectivé comme ça, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça doit amener derrière une facilitation. Enfin, pour moi, c'est le rôle du marketing, hein, de devoir un peu éclairer la route, ouvrir des portes, entrouvrir des portes pour la force commerciale. Donc, si c'est un contenu qui permet de démarrer l'engagement ou de fidéliser parce qu'on apporte quelque chose, c'est vraiment des points qu'il faut travailler et ne pas oublier. Et c'est vrai que sur la durée de vie, ça peut être très aléatoire, en fait, la durée de vie d'un contenu. Je dirais que si je reprends le référentiel, des choses qui ont été évoquées, qui se trouvent dans le référentiel d'il y a 2 ans, elles sont ultra pertinentes aujourd'hui. Et c'est pas parce que c'est marqué sur le bouquin une année que, voilà. Et j'ai même changé d'ailleurs à un moment l'année dans la tranche du bouquin, parce que en fait en sortant notre étude au mois de là, on sort maintenant en octobre, à un moment on sortait en juillet, j'ai eu au début des commerciaux qui en janvier me disaient j'en veux pas, c'est celle de l'année dernière. Ouais, ok.
mais sachant que la prochaine, je la sortirai que plus tard. Donc du coup, maintenant, j'ai mis 2 années dessus pour histoire que ça couvre et que j'ai pu ce truc-là, parce que je voulais pas non plus que ce soit, si des commerciaux me faisaient cette remarque, ça veut dire que potentiellement un client pouvait aussi se la faire. Et donc du coup, j'ai essayé un peu d'élargir. Mais après, ce qui est bien, c'est l'année dernière, j'ai eu un retour justement de ma PDG qui rencontrait un client et le client lui a demandé les 3 dernières éditions. Et là, je trouvais ça super. Parce que je me suis dit, au moins, quand même, c'est pas parce que c'est pas le truc de l'année. Et c'est vrai qu'on est habitué de par les infos, le journal télévisé, on passe d'une info à l'autre. Celle d'hier, elle est déjà has-been, large. Peut-être que quand on fait justement, et dans le domaine B2B, peut-être plus que dans le B2C, le contenu a peut-être une durée de vie un petit peu plus longue. Et c'est peut-être pas toujours nécessaire d'en refaire un chaque mois, parce que ça coûte cher. Peut-être une question sur la mesure de la performance, qui est une vraie question ouverte là-dessus. Je pense que la réponse sera peut-être différente. Guillaume, toi, tu disais, moi, j'essaie vraiment de traquer le win. Hein, c'est le win qui m'intéresse derrière, parce qu'en effet, je suis pas payé pour mettre des contacts en base. Hein, voilà. Est-ce que malgré tout, la notion, est-ce que vous mesurez, est-ce que c'est pertinent ou pas, la notion un petit peu, j'ai un client qui appelle ça comme ça, de lead influencé, c'est-à-dire que on sait que c'est pas forcément le contenu qui a été un moment déclencheur, mais on sait qu'à un moment le circuit décision a différentes étapes, parfois très en amont, à un moment, il y a eu une consommation de contenu. Vous arrivez à mesurer ça ou c'est pas simple, hein, la notion plus de lead influencé. Peut-être Marianne, ouais, là-dessus. Donc nous, en fait, on arrive à savoir la source, l'origine du lead, et comme tout est traqué, donc en fait, si après ça devient un win, en fait, on arrive à retrouver en disant c'était une telle campagne. Ça vient d'une origine SEO, d'une campagne paid, exactement. etc. Ça, on arrive à le dire. Chez nous, c'est à peu près pareil. Et c'est là que je reviens sur ce côté nombre d'indicateurs. C'est-à-dire que moi aussi, on progresse, on suit le lead en create et le lead en progress. Ouais, c'est bien, mais au final, c'est le win qui est intéressant. Je veux dire, on peut avoir des indicateurs, des batteries d'indicateurs dans tous les sens, mais il y en a toujours un qui sera rouge et il y en a toujours d'autres qui seront verts. Mais moi, je suis pour simplifier par rapport à ça. Nous, il y a un indicateur qu'on suit parce qu'effectivement c'est le win, mais comme nous c'est très long, voilà. Ça peut être toujours. du 18 mois sur les. Nous, oui, on est sur du 18 mois. Donc, en fait, on suit aussi l'acceptance par rapport à la personne du field sales. Donc nous, on lui a donné un lead qui a été qualifié d'un point de vue marketing, qui a été aussi travaillé par des inside sales, parce qu'on a aussi des inside sales, qui a été donc accepté et qui est donc le field sales va aller rencontrer le client avec tout l'historique, qui est connaissant, qui est aussi donc du coup à disposition le contenu s'il le souhaite. Ça, en fait, nous, on mesure aussi ça, parce que parfois, effectivement, les wins, bien évidemment, on va pas se mentir, mais parfois, ça donne aussi plus un jalon plus proche, en fait, pour les équipes, en disant, voilà, en fait, le succès, voilà, on en est, c'est un marqueur dans l'étape. Une question qui rejoint un peu ce que vous venez de dire, c'est dans quelle mesure la stratégie de contenu contribue à la connaissance de vos audiences? Qui veut prendre? Je dirais que ça dépend du contenu. Moi, c'est vrai que là, on l'avait évoqué, donc que ce soit sur la C-Suite Study que l'on fait, où là, justement, on prend de l'info de notre audience pour pouvoir derrière la redistribuer en mode benchmark. Là, c'est un point très important. Après, je pense que il y a d'autres manières de connaître après son audience, c'est pas forcément après le canal principal, mais ça peut aider. Nous, effectivement, ça nous aide parce qu'effectivement, on voit l'engagement reçu sur le contenu. En fait, est-ce qu'on était bon, est-ce qu'on était à côté de la plaque, si on veut faire très très simple. Donc ça, effectivement, nous aide. Mais après, sur les audiences, nous, elles sont déterminées aussi avec les équipes marketing dans le marketing stratégie. Donc il y a aussi, et dans les sales aussi, donc il y a aussi tout un travail qui est fait en amont. Finalement, nous, la partie digitale, on vient juste exposer ce contenu sur les canaux, en fait. Mais effectivement, après, c'est l'engagement qui devient le critère de mesure, savoir si on était bon ou pas. Autre question de l'audience. À quelle fréquence pensez-vous qu'il est pertinent d'arbitrer sur sa stratégie globale de contenu? Voilà, la question qui tue. Hein. Question piège, c'est pour toi, la bonne question, quoi. Volume, fréquence. Allez, salut. Je me lance. On va la prendre, Cyril, du coup. Non, mais c'est la question qu'on nous pose tout. Alors, c'est vrai que peut-être un petit peu moins maintenant quand même, un petit peu moins, mais qu'on continue à avoir beaucoup sur,
En fait, combien de kilos pour que ça fonctionne quoi. Ouais, qu'on soit en SEO, c'est je vous en mets combien, ma bonne dame, pour que ça remonte dans Google, les réseaux sociaux, etc., pour pas avoir peur du vide. Je vous laisse répondre là-dessus. Votre sentiment. Pour moi, c'est vraiment le go-to-market qui va déterminer, en fait. Est-ce que c'est un nouveau service? Je vais prendre un exemple. Est-ce que c'est un nouveau service? Bon, voilà. Est-ce qu'il faut aller vite? Est-ce que ou est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on recycle ou qu'on veut effectivement, c'est plus dans de l'upsell ou du cross-sell. Donc déjà, c'est vraiment sur cette définition-là qu'il faut se baser. En fait, quelles sont les ambitions business? Est-ce que c'est du rapide? Est-ce que c'est du nouveau? Est-ce que l'audience connaît déjà? Et après, en fonction de ça, c'est effectivement quels sont les différents leviers qui vont devoir être activés. Donc si l'entreprise a un go-to-market où généralement tout le monde l'a fait à peu près une fois par an, on va dire ça comme ça. Nous, ce qu'on fait sincèrement, c'est que oui, il y en a une fois par an, il y a une grand-messe, on va dire une fois par an, mais après on les suit de façon trimestrielle. Savoir est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a un ajustement, finalement ce service-là, pertinent, pas pertinent, on continue pas. Et en fait, voilà. Donc nous, on a aussi imposé un peu cette rigueur parce qu'on s'est dit que sur un an, ça faisait loin. Un an, il se passe beaucoup de choses sur un an. Enfin, on l'a vu récemment. Voilà, il se passe plein de choses. Hein, le monde a changé, les nôtres aussi. Donc on fait, voilà, on reprend la température entre temps pour réadapter. Je confirme, tout à fait d'accord. Et ça dépend aussi des canaux. Mais les choses vont quand même aussi, je trouve, de plus en plus vite. Donc ça nécessite une certaine agilité. Mais agilité ne veut pas dire remise en cause toutes les semaines de tout, quoi. On peut aussi avoir une vision. C'est aussi ce qui est demandé, je pense, par les clients, par nos collaborateurs, d'être capable un peu de se projeter un peu plus loin. Et donc, du coup, après, en fonction des canaux, on peut adapter. Et donc, mais je dirais que même si la vision reste la même, il faut se garder une légère agilité quand même pour être capable d'adapter. Voilà. Et c'est vrai que moi, sur une étude qui sort un peu tous les ans, c'est vrai que quand là, au mois de décembre, je propose à mes leaders ou à mes commerciaux en disant, en fait, quand on sortira au mois d'octobre l'année prochaine, qu'est-ce qui empêchera de dormir nos clients? Pas toujours une réponse immédiate. Hein. Parce qu'actuellement, ça bouge très très vite en plus dans les domaines techno. Mais après, on se garde une latitude d'agilité au fur et à mesure où on capte de l'information. Et donc du coup, ça fonctionne. Autre question de l'audience. Vous recommandez de commencer par quoi? Outils, skills, process? On vous a écouté religieusement, visiblement. Process. C'est vraiment prendre la feuille de papier, regarder qui vous avez, comment est composée votre organisation, les équipes, qui peut être mis à contribution. Et de là, en fait, va découler ce qui vous manque, donc les skills, voilà, les talents. Et derrière, les outils qui vont être définis. Je ferai dans ce sens-là. Je suis assez d'accord et je mets surtout l'outil en dernier. Parce que pour moi, c'est pas l'outil qui structure la stratégie, c'est vraiment... Et donc, dans les skills, je pense qu'on met la conduite du changement. Et ça, je pense que souvent, et comme dans beaucoup de projets, c'est pas que des projets sur ces sujets-là, la conduite du changement est un peu négligée au démarrage des projets parce qu'on dit toujours on va choisir un outil. Waouh. Ouais. Mais un projet, c'est plus qu'un outil, quoi. Maintenant, j'ai une question qui rappellera des souvenirs à ceux qui connaissaient les sketchs des inconnus sur le bon chasseur. Qu'est-ce qu'un bon contenu? Un contenu qui sort du lot? Contenu qui vend, qui fait vendre. Guillaume a pas mal répondu. Qui intéresse son audience. Voilà, c'est ça. Un contenu qui a de l'engagement. Et moi, j'ai une définition assez claire. C'est un contenu, une fois que le lecteur l'a consommé, il ne vous prend pas pour un voleur de son temps. Il apporte un service, répond à un besoin. Voilà. C'est est-ce que les 3 minutes que je viens de donner étaient quelque part rentables, à tous les sens? Voilà. Vous écoutez un podcast, ça peut être 20, 40 minutes. Soit vous dites j'ai bien utilisé mon temps ce matin et vous êtes fait un ami pour la vie, soit c'est pas le cas et vous êtes fait un ennemi pour la vie, quoi. Ça va très vite. Peut-être une dernière question pour Marianne, je crois. Comprendre le parcours utilisateur, le fameux Customer Journey, avec les points de contact engagés, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Moi, je pense que ça a encore du sens aujourd'hui parce qu'il y a quand même des références. Que les clients consommateurs ont. Moi, je parle d'utilisateurs, généralement. Donc, moi, je pense que ça a effectivement encore une pertinence. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a un tel panel d'options, de réseaux que faut
en prendre connaissance et après savoir quels sont les touchpoints qui pour moi sont importants, où est-ce que je vais aller et effectivement pouvoir dire mes efforts vont se cibler sur ces points-ci. Notre temps est quasiment écoulé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Guillaume, Cyril, sur ce point ou sur globalement le sujet de cette matinée? Rien à ajouter particulièrement. Merci en tout cas pour l'échange parce que je trouvais très intéressant. Merci. Un grand merci à vous deux. Voilà, cet événement qui est en mode hybride. Bon, faut être franc, il n'y a pas tant de monde que ça dans la salle. On sent qu'il y a encore des efforts pour venir en présentiel. Ça va venir. On va travailler dessus, Catherine, ensemble. Je sais qu'il y avait pas mal de monde en ligne, donc un gros merci pour ce sujet qui nous tient à cœur. Merci à toi, Joachim, toujours aussi talentueux en animation. Avec plaisir. Merci vraiment, Guillaume. Merci, Marianne, pour votre présence, votre expertise et votre disponibilité. Merci également à l'ADTEM pour cette organisation aux petits oignons. Merci surtout à vous qui nous regardez. Passez une excellente journée.